traité du silence à l'usage des gens bruyants. C'est paru chez Guy Trédaniel. Je rappelle que vous co-animez également. Il y a que la vérité qui compte. J'allais dire le rideau. C'est comme ça souvent. Oui, tout le monde l'appelle. Il y a que la vérité qui compte avec Laurent Fontaine et qu'on va vous retrouver à la rentrée sur W9. Julien Aubert, président de l'Institut Valmy. Vous êtes ancien député. Vous êtes également à la Cour des comptes. Oui. Oui, fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Bon. Vous avez le droit de le dire. Bon, mais je moi, l'ai j'ai dit. pas le droit de me revendiquer. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve tous les vendredis dans La Vérité en face. Chez Patrick Roger, vous êtes face à Éric Tegner. Et également, on peut vous suivre sur YouTube. Les Indécis, c'est le nom de votre chaîne de débat politique. Très et Mehdi Raïs. Oui. C'est gentil, merci beaucoup. Mehdi Raïs, analyste politique. Bonjour. Merci à vous d'être là. On va pas mal de sujets. Il y a évidemment les agriculteurs qui sont mobilisés, les tracteurs devant l'Assemblée nationale avec cette proposition de loi qui fait beaucoup réagir avec énormément d'amendements. La fin de vie, le délit d'entrave, le sabotage à Cannes ce week-end et à Nice. Des anarchistes revendiquent le sabotage des pylônes et ces coupures d'électricité. Et puis la lettre de la mère d'Elias, ce jeune garçon tué, assassiné, porte d'Orléans il y a quelques semaines, et elle interroge sur les responsabilités. Puis on va parler de la gifle gate. C'est quand même le sujet ce matin. Alors est-ce qu'on doit en parler ou pas? Oui, on doit en parler avec vous, mais on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Vous me permettez un coup de cœur pour l'hommage à Raphaël Nadal. J'ai trouvé qu'hier, les images étaient absolument incroyables à Roland-Garros. Je ne suis pas une grande passionnée de tennis, néanmoins, j'ai trouvé que cette image était... changeait de l'époque, c'est-à-dire qu'on avait l'image de sportifs fair play, d'un Raphaël Nadal très ému, d'un grand champion entouré de grands champions. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. Si, j'ai regardé. Moi, je suis fan de tennis en plus, donc. Non, mais ceux-là, je les aime, moi. Nadal, Federer, tous ceux-là, oui, ils sont. Non, mais puis vous aviez Murray, effectivement, avec Djokovic. L'image était incroyable sur le court, et puis même le geste, le fait de laisser une trace à vie. Absolument, sur ce Roland-Garros, il a quand même remporté 14 fois Roland-Garros, Raphaël Nadal. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente. C'est dans les plus grands exploits sportifs de l'histoire. Ah oui, vraiment, et qui minorait, je trouve qu'il est vraiment minoré. Donc oui, les images étaient superbes, et puis c'était un vrai moment de communion, c'était un vrai bel hommage. C'était chic, c'était digne, c'était classe. Voilà. La classe. Il y a une photo, on les voit tous les quatre ensemble, Murray, Djokovic, Federer et Nadal. Et la photo, elle est vraiment classe. Ils sont tous en costume, c'est vraiment très beau. Et c'est vrai que le 14 Grand Chelem, c'est 14 Roland Garros qu'il a combien, 20 Grand Chelem, 21, quelque chose comme ça. C'est encore mieux de lui donner la trace dans le sol pour l'éternité de Châtrier que de renommer le Châtrier. Son nom, Châtrier, qui était compliqué. C'est le roi de l'ocre. Pour l'éternité, il sera le roi de l'ocre. Donc, exceptionnel. Non, vous n'avez pas de. Moi, j'ai pouponné hier, mais effectivement, c'est quand même une légende qui part, et je pense que c'était important de le faire de manière très élégante. C'est la France. Ce qui est beau, c'est cette image de fair play. Oui, c'est ça. Il y a de moins en moins de sports qui donnent cette image-là. Il y a encore le rugby où les équipes vaincues font une d'honneur aux gagnants. Mais c'est ô combien magnifique de voir ce type d'image-là et ces quatre mousquetaires là, de l'époque réunis comme ça, dont on connaît évidemment les rivalités. Ils ne sont pas tous meilleurs amis du monde, même si Raphaël Nadal et Federer le sont. Mais en tout cas, on sent un profond respect, une estime très importante. Et le tennis est encore de ces sports qui favorisent ça et qui laissent le fair play au premier plan. Je suis un peu triste de voir que le tennis chez les jeunes et même les moins jeunes est de plus en plus remplacé par le padel, parce que je ne sais pas si ça portera les mêmes valeurs. Non, mais on se rend pas compte de l'ère qu'on a eu. Enfin, moi, j'ai grandi avec Nadal, Djokovic. Bien sûr. Et c'était des monstres. Vraiment, ce sont des monstres, tous indépendamment. J'ai grandi avec McEnroe, voilà. C'est ce que j'allais dire. Borg, Connors, McEnroe, c'était une autre époque aussi. Guillermo Vilas, tellement beau joueur. Bon, allez, on avance. Parce que vous parlez de sport, il faut quand même aussi tirer un coup de chapeau à l'équipe de rugby de Bordeaux-Bègles. Qui a été j'osais pas le faire pour pas être accusé de chauvinisme, mais bon. Qui a été monstrueuse samedi, qui a fait un super match, et puis au rugby français en règle générale, parce que
ça fait 5 ans quand même que le rugby français gagne 5 titres d'affilée en Coupe d'Europe. C'est quand même pareil, c'est quand même exceptionnel. Et mention spéciale à Louis Bielbarré. Qui, je pense, sera peut-être élu joueur de l'année. Bon, je sens que Julien Aubert n'est absolument pas concerné moi, c'est surtout l'entente sportive Avignon-Carpentras de rugby à 13. J'ai fait une très très belle rentrée, donc voilà. Mais je dirais chacun son... Oui, moi je suis un local, je suis un provincial. Hein. Voilà. Plus foot ou rugby ? Je suis plus rugby, même si je suis né à Marseille. Attention. Donc à Marseille, donc en fait, si vous voulez, d'un côté il y a du sport, de l'autre côté il y a de la religion. On peut pas séparer les deux. Non, on peut faire un coup de gueule aussi sur ce qui s'est passé au Stade Vélodrome lors du concert de Jul. Moi je dis Jules. De Jul. Non, j'arrive pas. Je sais plus. C'est ça, non, je sais pas. Mais saccage, pillage, violence. C'est vrai que c'était des images assez lamentables. C'est détestable. On a pu voir. Hein. Détestable mais malheureusement c'est ce qui se passe un peu dans toutes les. Pour le coup, c'est le côté obscur des supporters, parce que c'est du supporter de sport hein, qui ont été voir Jul entre guillemets samedi, parce que c'était dans un stade de Vélodrome, et on a l'impression que quand ils sont confrontés au sport et aux installations sportives, ils savent pas se contrôler, et c'est détestable. Quand on a vu les images il y a quelques semaines de la qualification du Paris Saint-Germain, les saccages dans Paris, pareil. Ouais. Vous vous dites vraiment, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête, quoi, Avec une personne qui s'est fait écraser, où son pronostic vital était engagé. Heureusement, elle n'est pas décédée, mais ça allait très loin. Oui, ça allait très loin. Il faut dénoncer quand même ces violences. Et visiblement, la sécurité ne suffit pas. Hein. Je ne sais pas si elle suffit pas aussi, elle est en danger aussi elle-même, parce que je pense que ça s'empare de foule et de personnes si, parce que quand vous voyez les images samedi devant la boutique de l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas de la naïveté. Moi, je pense qu'il y a des gens qui profitent pour faire du pillage. Sans doute. Ils savent très bien que ce sont des moments de fragilité. Rappelez-vous, pendant les émeutes, tous les magasins de Marseille qui ont été pillés. Voilà, il y a faut pas être naïf. Il y a des gens dont c'est entre guillemets le business. Voilà. Et après vous le trouvez en recel. On se retrouve dans un instant avec vous pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous de retour dans le 10h midi pour commenter l'actualité sur Sud Radio avec Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Je rappelle votre dernier ouvrage, Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants, paru chez Guy Trédaniel. Julien Aubert, président de l'Institut Valmy, ancien député. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve tous les vendredis dans La Vérité en face de Patrick Roger. Vous êtes face à Éric Tegner et votre chaîne de débat politique, excellente chaîne de débat politique, Les Indécis, est sur YouTube. Et on peut voir le replay aussi sur Paris Première de l'émission que vous avez produite, Seul contre tous, le ministre, l'ancien ministre Éric Dupond-Moretti face à 4 personnalités. Donc vous aurez les audiences aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce soir ou demain, effectivement. Bon. Mehdi Raïch, analyste politique. On va revenir sur les agriculteurs, sur les traits. Pardon ? Le bouquin de bataille, vous l'avez lu parce que vous dites du bien les uns les autres de vos émissions. Pour lui au moins dire, j'ai lu son bouquin, il est bien. Et je l'ai même reçu, Pascal Bataille. Et effectivement. Je suis là pour vous défendre. Voilà. Merci. Et vous n'avez rien écrit, vous ? Si, j'ai écrit des bouquins, mais je ne fais pas de publicité. Voilà. Non, mais le petit traité du silence à l'usage des gens bruyants est très utile et devrait être utile à beaucoup d'entre nous. On s'inclut dedans, hein, Pascal. Merci, oui, tout à fait. L'actualité sur les agriculteurs, c'est la loi sur la fin de vie avec ce délit d'entrave, les sabotages à Cannes et à Nice ce week-end, et puis le gifle gate. Est-ce que Brigitte Macron a frappé le président de la République ? Vous allez me dire, c'est pas. Gate. Oui, Brigitte Gate, on va dire, parce que gifle gate, c'est compliqué. Bref, beaucoup de sujets. On va continuer avec vous. Vous commencez avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Pascal Bataille, c'est un coup de cœur. Oui, coup de cœur pour Léa Salamé qui a fait un édito dans son émission samedi soir suite effectivement à la polémique déclenchée par les propos ou la façon dont en tout cas ont été interprétés les propos de Thierry Ardisson. Interprété, il a dit Gaza c'est Auschwitz, c'est pas interprété. Oui, si, parce qu'on a sorti justement, et c'est ce que dit très bien Léa Salamé, on a sorti une phrase d'un contexte de longues minutes où Ardisson dit des choses en amont et en aval. Mais ce qu'elle dit surtout, c'est, et je vais reprendre ces termes très précis pour ne pas la trahir, c'est
être accusé de complaisance à l'égard du Hamas ou de l'antisémitisme quand on produit une parole forte sur Gaza, ça ne marche pas ici, pas avec moi, dit-elle. Et elle a totalement raison, elle a d'autant plus raison effectivement que je suis absolument convaincu que ce n'est pas du tout servir la lutte contre l'antisémitisme que d'assimiler l'indignation tout à fait légitime contre ce qui se passe depuis des mois à Gaza et une quelconque forme d'antisémitisme, et même si effectivement il y a parmi ceux qui s'opposent et qui dénoncent ces violences évidemment des antisémites comme il y en a partout, mais dire qu'une parole contestant l'action israélienne à Gaza depuis des mois et la façon dont Benjamin Netanyahou essaie à sa façon de gérer le problème, c'est être antisémite, c'est à mon avis participer justement de l'antisémitisme. Voilà. Parce que pourquoi assimiler, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On assimile juifs et politique du gouvernement israélien. D'abord, c'est faux. C'est un contresens. Et heureusement, il y a des juifs, et de plus en plus nombreux, qui disent qu'ils sont indignés par ce qui se passe à Gaza, et que ça les révolte, et que c'est pas... et que leur être juif est profondément blessé par ces massacres et par ce qui se passe. Donc, or, assimiler juifs et politique du gouvernement israélien, c'est faire le jeu des antisémites. C'est dire que tous les juifs sont complices d'un massacre et de ce que beaucoup assimilent à une forme de génocide. Donc ce n'est que nourrir cet antisémitisme et nourrir la haine du juif qui est insupportable et inacceptable que de dire que les juifs sont responsables de ça. Aujourd'hui, on a un gouvernement israélien pour une part composée de gens d'extrême droite, de sionistes radicaux, qui produit une politique avec des dégâts considérables en termes d'humanité, et dire que ça c'est le fait des juifs, eh bien c'est nourrir l'antisémitisme. Et dire que effectivement on peut produire une parole forte sur Gaza tout en étant absolument révolté, en jugeant abominable ce qui s'est passé le 7 octobre, ça doit être possible, ça doit être possible, et il faut vraiment que des paroles comme ça, elles sont de plus en plus nombreuses, et je m'en félicite. Mais moi, je tiens ce discours-là depuis. Oui, mais j'ai pas tout compris ce que vous avez dit, parce qu'en fait, elle est revenue principalement sur ce qu'avait dit Thierry Ardisson en disant qu'il avait dérapé. Non, elle a dit aussi pendant de longues secondes qu'elle jugeait insupportable d'être elle, avec ce qu'elle représente et ce qu'elle a fait en tant que journaliste, et y compris dans cette émission où encore il y a quelques semaines elle recevait des rescapés de la Shoah, les derniers, pour leur donner une longue parole. Elle dit que c'est insupportable que elle puisse être taxée de complicité avec les antisémites, tout simplement parce que elle laisse, et elle-même, elle produit une parole sur les massacres, une parole de contestation sur les massacres de Gaza. Elle aurait pu préciser que Raphaël Pitti aussi, c'est ce qu'on a vu sur les réseaux, n'était pas un observateur ni un médecin lambda, que c'était un militant politique. Et ça, elle aurait pu le préciser aussi dans le cadre du contexte. Est-ce que ça discrédite sa parole? D'où il parle. Je veux dire, il parle pas de la même manière. Je sais pas, une réaction sur Mehdi? Non. Mais moi, j'ai pas entendu les propos de Léa Salamé samedi soir, donc j'ai pas tout ce que je suis, mes origines, l'histoire de ma famille, du génocide arménien dans ma famille maternelle, je me suis battue contre les haines entre les peuples, entre les religions. Je continuerai toute ma vie à essayer de faire entendre une voix de paix et d'apaisement. Oui, d'accord, sauf qu'il y a eu une erreur de la prod. Ils auraient dû couper cette phrase, point barre. Elle le dit aussi. Elle le dit aussi. Mais encore une fois, d'une erreur de la prod qui est très vite et très puissamment utilisée effectivement contre Ardisson et contre Léa Salamé. Excusez-moi, elle produit l'émission. Pardon? Elle produit l'émission, Léa Salamé. Donc j'espère que c'est pas utilisé contre elle. Elle a quand même une responsabilité. Et moi, j'ai pas entendu ses propos, donc je veux pas m'exprimer. Et sans doute, je la crois dans ce qu'elle dit, et que ça a dû lui faire du mal ou beaucoup de peine. Mais elle est quand même productrice de l'émission. Et quand on est producteur, et tu le sais, quand on est producteur, on doit faire attention, surtout quand notre image est mise en avant. Mais ce qu'elle montre aussi dans cet édito, c'est qu'elle remet en perspective avec les propos d'Ardisson
en amont et en aval, et elle montre que tu peux pas juste ressortir les 20 secondes Julien Aubert. Oui, moi la phrase d'Ardisson a évidemment été terrible, mais je pense qu'effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, qu'on doit pouvoir arriver en France à parler de ce conflit sans pour autant immédiatement se voir préassigner des affectations identitaires. Et moi, je pense, je pense que le mélange juif, français, israélien est un mélange qui va pas. Je pense que le mélange juif, français, gouvernement israélien est un second mélange qui va pas. Je suis frappé de l'autre côté aussi de voir une partie de la population musulmane qui se sent corps et bien avec la Palestine. Si on veut à un moment donné, sur un problème très compliqué, il faut éviter de caricaturer les positions des unes et des autres. Il y a des gens caricaturaux, je pense notamment à la France insoumise, voilà, qui est insusceptible, je dirais, de nuances et d'objectivité. Et puis après, sur des sujets aussi compliqués, si on veut pouvoir être utile en tant que Français, il faut d'abord raisonner en tant que Français avant de raisonner en tant que partie d'un conflit qui se passe à plusieurs centaines de kilomètres. Il y avait aussi un point, je voulais juste revenir dessus, sur la manière dont Léa Samet fait du journalisme. Elle avait parlé dans une interview que ce qui compte pour elle, c'est le moment. Et je pense qu'elle a eu précisément ce moment avec Thierry Ardisson la semaine dernière. Ouais, enfin, le moment lui est revenu dans la tête. Exactement. Donc il y a toute cette question-là du montage, de la production, comme elle est productrice. Il y a, indépendamment de les propos qu'elle a pu tenir samedi. Elle aurait dû corriger Ardisson. On peut pas laisser passer donc un truc comme le ça. moment, je pense que là, se le prend dans la tête, et pour moi, c'est une erreur. Et puis il n'y a pas qu'elle, il y a la chaîne, il y a toutes ces choses-là. Quand vous travaillez avec des chaînes, normalement, les contenus sont regardés. Il y a quelqu'un qui est présent sur le plateau. Donc, mais attention, heureusement quand même qu'elle en a dit un mot. Moi, j'espérais qu'elle en parle, et elle l'a fait samedi soir. Et heureusement qu'elle l'a fait. On continue, Mehdi, c'est un coup. Alors peut-être qu'on va faire avec vous, Alex. Parce que c'est dans la continuité. Non, mais moi, c'est par rapport au Festival de Cannes. Que j'ai trouvé cette année, c'était festival cette année pour le coup, c'est le cas de le dire, sur les messages politiques, qui sont importants, mais moi ce qui m'a un peu dérangé cette année, c'est que ces messages ils étaient adressés que dans un sens. On en parlait sur le fait que c'est important qu'on ait un artiste de parler, mais il faut avoir une parole équilibrée, et on a appris que l'otage israélienne Miachem, qui avait été détenue pendant 55 jours par les terroristes du Hamas, n'avait pas pu porter son ruban jaune pour demander la libération des autres otages israéliens, quand dans le même temps Juliette Binoche, et elle a le droit, et puis même c'est pas qu'elle a le droit, moi je le comprends complètement qu'elle le fasse, qu'elle dénonce effectivement ce qui se passe à Gaza, avait eu le temps de pouvoir faire un discours sur scène, avec un accoutrement qui m'allait pas, mais c'est son droit, c'est sa liberté, que dans le même temps un autre artiste que j'adore, d'ailleurs Fianso, arrive avec le kéfier palestinien et qu'on ne lui dise rien sur le tapis rouge, et que elle, qui a été otage, d'ailleurs qui n'a pas été invitée par le Festival de Cannes, qui a été invitée par le maire de Cannes, David Lisnard. C'est son honneur. Oui, voilà, mais qui, elles, doivent enlever son ruban jaune pour rappeler qu'encore 55 otages, vivants ou morts, sont détenus dans les territoires palestiniens. Et en fait, je trouve que c'est vraiment le mauvais message qui a été envoyé, si c'est vrai, a priori c'est vrai, ça a été confirmé, qu'on ne parle pas des deux côtés dans ce cas-là, qu'on ne parle pas non plus des Ukrainiens. Alors il y a Julian Assange qui n'a pas pu monter avec son t-shirt sur lequel était écrit Stop Israël. Donc c'est les messages politiques qui sont sont interdits. Alors il y avait écrit Stop Israël et effectivement le nom des 5000 enfants tués à Gaza. D'ailleurs je savais pas qu'il n'avait pas pu monter sur le tapis rouge. Mais en parallèle vous avez quand même d'autres qui sur scène prennent la parole et encore une fois ont le droit de le faire. Moi je remets pas ça en cause. Mais si on décide d'ouvrir ce festival ou d'ouvrir les autres festivals culturels à des messages politiques, excusez-moi, mais il faut le faire pour tout le monde. Non, mais la prise de parole, moi je réagis en tant qu'homme politique, c'est que je suis un grand cinéphile. Et quand je vais voir les Césars ou la cérémonie du Festival de Cannes, moi j'ai envie qu'on me parle de cinéma. C'est insupportable. Et tous ces gens-là qui prennent mon temps d'antenne disponible pour pas me parler de cinéma, mais pour me parler de leurs idées politiques, j'ai parfois envie de leur dire, mais d'abord, qui t'a demandé de le faire ? D'accord ? Tu te prends pour un grand intellectuel, tu es peut-être un très grand acteur, mais il faut d'abord justifier. Et puis ensuite, il y a une forme de conformisme qui est atterrant. Et alors, voilà, parce que ça va toujours dans le sens de la même pensée. Et après, sur le sujet,
le problème, c'est qu'on a des gens qui peuvent avoir des opinions très antagonistes et qui s'excluent mutuellement. Et donc, on a parfois des antennes où on n'a qu'un son de cloche. On en a un autre où on a un autre son de cloche. Parlez-vous entre vous. Soit vous n'organisez pas de débat, parce que c'est un débat très compliqué. C'est un truc à se fâcher avec des amis de longue date. Bon. Soit on considère que c'est un débat, c'est un peu comme la corrida ou la peine de mort, en évitant parler à table. Soit on choisit de faire des débats, mais dans ce cas-là, faisons-le dans des enceintes qui sont, je dirais, faites pour ça. Et c'est ce qui suppose un minimum de tolérance et de ne pas sortir un crucifix, même si sans doute que c'est pas le bon usage d'objet, en disant non mais toi si tu défends cette position, c'est que tu es forcément ceci ou cela. Voilà. Ouais. Voilà. Et moi je veux dire bon, qu'on porte un t-shirt, bon pourquoi pas, mais honnêtement, enfin faites du cinéma. Ouais, et si vous avez envie de faire la politique, mais allez vous présenter aux élections. Si vous donnez la parole à tout le monde et que tout le monde veut parler sur les sujets, il faut que tout le monde ait la parole et que ce soit les mêmes règles pour tout le monde. C'est scandaleux, mais si vous voulez faire de la politique, présentez-vous aux élections. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec la suite de l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Expert. Allez, on continue les coups de cœur et les coups de gueule. Et puis on parlera donc du Brigitte Gate. Je mets ça en teasing. Je pense que c'est. Tout le monde dit ouais, pourquoi on parle de ça? Mais ça intéresse quand même tout le monde. Mehdi Raïch, coup de gueule. Oui, je veux qu'on fasse une petite expérience de pensée ce matin. Ah, allons-y. Ouais, on va se marrer, ça va être drôle. Donc c'est sur Mathieu Kassovitz, c'est son expression à la fin de race. Donc vous voyez vos parents. Si vous avez 2 parents qui sont blancs et français, vous êtes une fin de race. Moi, je suis pas, parce que du coup, j'ai un parent africain, donc techniquement, je sais pas, la prochaine étape de l'évolution humaine. J'aime à le penser. Julien rigole. Mais voilà, je voulais revenir sur ce propos parce que je le trouve absolument lunaire. Parce que quand on se présente comme antiraciste, qu'on a une voix comme Mathieu Kassovitz, et qu'on est sur un plateau, il me semble que c'était LCI ou BFM, et qu'on utilise le propos fin de race, c'est que par définition, on acte qu'il y a une race. Alors, elle se termine, mais on acte qu'il existe des races. Donc, c'est un propos raciste. Pénalement, je pense que c'est condamnable. Le deuxième, moi, ce qui m'intéresse encore, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est ce qu'il dit sur l'identité. En fait, la manière dont Mathieu Kassovitz présente la chose, c'est que l'autre est forcément quelqu'un de bon. Il faut aussi combattre l'idée que l'autre est forcément quelqu'un de mauvais. Parce que j'entends par l'autre, c'est l'étranger. Vous voulez qu'on écoute peut-être un petit extrait oui, toujours un peu de Kassovitz, ça fait toujours du bien le matin. Le matin, ça fait du bien. Ah bon, c'est pas ce son-là, donc on ne l'a pas. Et donc, voilà, il y a le sentiment, je trouve, chez Mathieu Kassovitz, qui a l'air de beaucoup s'aimer aussi, le sentiment de détestation d'être soi-même. Je ne sais pas d'où ça vient. Et donc, je voulais revenir sur ça, parce que je trouve ça absolument lunaire. Et moi, qui est ici de l'immigration, du coup, qui est une personne du métissage, il parle au nom de qui, ce Mathieu Kassovitz? Il me représente moi? Moi, je connais vraiment des centaines de personnes qui sont issues de l'immigration comme moi. Mathieu Kassovitz, il s'en fout, il représente personne. Donc j'ai envie de lui dire, tais-toi, t'as pas à parler. Une expression fin de race, je trouve ça franchement désobligeant. C'est raciste. Et c'est valider toutes les hypothèses qu'il semble combattre, le grand remplacement. Enfin, il valide tout ça, juste parce qu'en fait, il ne maîtrise pas le sujet. Il est dans une posture, on entend un peu sur le sujet du Festival de Cannes d'ailleurs, sur la bien-pensance, sur le fait qu'on va toujours dans la même idée, il faut être du bon côté de l'histoire finalement. Et donc voilà, je voulais faire un coup de gueule sur Mathieu Kassovitz. Donc s'il te plaît, Mathieu, tais-toi, tu nous feras des vacances. Il n'y a plus de Français de souche. Nous devons être fiers d'être un des pays les plus métissés au monde. C'est une de nos forces, etc. Mais ça fait c'est incroyable parce que la France est un pays d'une nation civique, politique, sans distinction de couleur de peau. Ce qui fait le citoyen, c'est l'adhésion à un projet républicain. Et en réalité, ces gens-là renvoient systématiquement et trient systématiquement les Français en fonction de leur couleur de peau, en considérant que alors s'il avait dit sur les Noirs ou sur les Maghrébins, tout le monde aurait crié au racisme. Il le fait sur les Blancs, et au prétexte que c'est une majorité destinée à devenir une minorité, c'est pas raciste. Il n'en reste, comme vous le dites très bien, que c'est anti-républicain, et qu'en fait il est le meilleur complément, et en fait il a exactement la même logique qu'Éric Zemmour, qui combat. Sauf que lui, c'est inversé. Voilà. Donc il est content, entre guillemets, du grand remplacement, donc il valide, donc il est camusien, finalement. Voilà. Et ça fait le lien avec ce que on disait. On se demande, enfin, les intellectuels ont commencé avec Émile Zola, ils se sont terminés avec... Camusien, tendance Renaud, pas tendance Albert. Malheureusement, on a longtemps... pour certaines personnes différentes. Ça nous fait du bien de tous relire Albert Camus, malheureusement, non. Camusien au sens de Renaud. Non, mais c'est très intéressant, effectivement, ce que dit Mehdi, parce que
d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Français de souche? Il faudra quand même. La question là, on va passer. Déjà. Mais effectivement, moi, je suis depuis que ce terme est apparu profondément horrifié par le terme de racisé qu'utilisent justement les personnes issues ou de l'immigration ou du métissage, ou en tout cas qui ne sont pas 100% blancs. Mais je trouve ça abominable. Enfin, c'est effectivement je pense que totalement raciste. Pardon ? Je pense que ça tombe au pénal, un propos de la sorte. Oui, mais aujourd'hui, celui de Kassovitz, mais quelqu'un qui se dit racisé aujourd'hui, parce que ils ont une conception sociologique de la chose, donc c'est un terme un peu particulier. Mais ça veut dire qu'il y a des races quand même. Ah bah oui. Quel dommage c'est la racisation des gens. La racisation. Quel dommage que, comme vous disiez Julien, qu'il fasse du cinéma, parce qu'il faisait bien du cinéma à un moment donné, Mathieu Kassovitz. Bon comédien. Bon comédien et très bon réalisateur. Qu'on aime ou pas La haine, c'est un chef-d'œuvre. Excusez-moi, mais que les comédiens jouent, se taisent. Non mais pas forcément qu'ils se taisent, mais en tout cas peut-être qu'ils s'expriment pas à tort et à travers. D'ailleurs, il faut se poser la question pourquoi il est sur un plateau pour donner son avis sur cette question-là à un moment donné. Mais qu'il aille aux élections. Si vous de défendre les thèses de la France insoumise, va te présenter aux élections. Moi, je rêve que tu proposes tes solutions aux Français, on verra quelle sera ta légitimité. Mais c'est pas son premier coup d'essai, parce qu'il avait eu des propos honteux sur la police. Mais oui. Ça c'était déjà abject à l'époque. Et là, il utilise l'expression fin de race. Mais une fin de race, mais désolé, c'est que tu valides l'existence des races. Mais on parlait du 2 poids 2 mesures. Vous avez aussi les réseaux ce week-end qui ont relayé un extrait du spectacle de Mustapha El Astraïssi sur Mogouer, que je ne connaissais pas. Donc ça désigne quoi, les blancs? C'est les blancs, les Gouer. En gros, on est mieux sans eux. Et Amin El Khatmi dit, imaginez Bigard disant les noirs et les bougnoules dehors, on est mieux sans eux. C'est pareil, c'est raciste, c'est ignoble. Mais comme il s'appelle Mustapha, c'est ce que dit Amin El Khatmi, et que le racisme anti-blanc n'existe pas. Il a le droit, et effectivement, il dit on est bien mieux. Alors, on va vous dire que c'est de l'humour, c'est du. Non, mais la violence dans cet extrait, Valérie, c'est effectivement déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu, cet extrait fait les propos et c'est la réaction de la salle derrière. Qui rigole. Et un homme qui quitte la salle qui s'en va et qui dit qu'il n'est pas le bienvenu après avoir entendu les propos, et le fait que ça soit relayé par l'artiste lui-même, ça veut dire quelque chose quand même. Défendu. Voilà. Et il y a un autre sujet, c'est qu'on va sortir la carte liberté d'expression, humour, comme un joker. Sauf que la liberté d'expression, c'est pas ça. Désolé, mais Dieudonné, il s'est fait condamner pour injure raciale, si je me trompe pas. Il faisait aussi ça sur le coup de l'humour. Donc, l'humour, c'est pas un joker indéfini pour passer toutes ces idées. Rappelons que l'humour est fait pour être drôle. C'est-à-dire que mais c'est pas pénalement répréhensible. C'est pas une notion pénale. Le problème, c'est qu'on a des gens qui en réalité veulent pas faire de rire. Ils veulent faire passer des idées politiques. Oui, mais vous pouvez les faire passer aussi dans le dessin, ce que fait Charlie Hebdo, ce que font les caricaturistes. On peut aussi, on peut faire de l'humour en politique et taper à droite, à gauche, et du coup tout le monde se sent associé. Quand on est toujours dans la même direction, au bout d'un moment, on se demande si on est dans un meeting. La personne qui est partie elle pourrait, je pense qu'elle pourrait faire une action en disant, mais excuse-toi au moins publiquement, parce que moi je l'ai très mal pris. Et on s'imagine pas, mais une salle de 1500 personnes qui se foutent de votre gueule parce que vous êtes d'une couleur de peau, désolé, je trouve pas ça très cordial. Très limite. Julien, coup de gueule. Alors moi, mon coup de gueule sur les propos de M. Attal, qui a expliqué que, il y a eu l'affaire du voile, où il a fait un peu du gros rouge qui tâche, puis alors le dimanche, il arrive et il commence à taper sur Bruno Retailleau en expliquant que comme il y a un nouveau président des LR, les LR sont devenus anti-européens parce que Bruno Retailleau vient du monde souverainiste. Et moi je me demande toujours, mais finalement, quelle est l'Europe dont parle M. Attal ? Est-ce que c'est le fait de donner notre siège de Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Allemagne ? C'est ça être européen ? Est-ce que c'est acheter américain le matériel ? Est-ce que c'est soutenir Madame van der Leyen ? Est-ce que c'est mutualiser la dette ? Il y a un côté profondément caricatural en expliquant aux gens que d'un côté il y a les gentils, de l'autre côté il y a les méchants, et que donc toute personne qui en réalité va pas dans le sens de l'histoire en fédéralisant l'Union européenne est un anti-européen. Bon, avec ce genre de raisonnement, d'abord je pense pas qu'on aura un débat très nourri à l'élection présidentielle. Quand on prétend être candidat à la présidence de la République, on essaie d'avoir un peu de subtilité. Ça mange pas de pain. Et puis, en plus, on le voit, on comprend derrière la stratégie. Il essaie de renforcer son bloc. En plus, c'est ridicule. Son parti est au gouvernement. Enfin, on se dit, mais quelle pauvreté du débat. Et on prend vraiment les Français pour des cons. Enfin, je sais pas, moi, c'est l'impression que j'ai. Je me dis, mais
est-ce que on pourrait pas avoir, compte tenu des problèmes qu'a ce pays, est-ce qu'on pourrait pas arrêter de faire des espèces d'excommunication en disant lui il est méchant, lui il est gentil, de débattre du fond. On a 2 ans pour débattre du fond. On va encore avoir une présidentielle à ce niveau-là. On aura des pâquerettes. Je sais pas, moi, ça fait deux présidentielles qu'on passe, on ne débat pas du fond des sujets, on a des agriculteurs qui crèvent de faim, on a un système énergétique qui se casse la gueule, on a des finances publiques qui sont dans le rouge, et on a un type qui arrive, qui va être président de la République, qui dit, mais il y a d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Moi, j'ai trouvé ça... lamentable. Réaction. Non, mais il n'y a rien à dire, c'est parfait. Là-dessus, c'est très manichéen. La politique est devenue manichéenne. Donc c'est d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. Sur des effets d'annonce et de la com. Mais en fait, ça veut dire que le débat, il n'est plus sur les argumentaires, il est sur la passion. Oui. Ce qui est très différent, ce qui change la nature du débat. On est sur la passion. Ce qui est inquiétant, c'est que Gabriel Attal, qui était un jeune homme brillant, qui est arrivé Premier ministre, pouvait peut-être laisser à certaines formes d'espoir de voir faire une autre forme de politique. Il fait de la politique, mais à l'ancienne, à l'ancienne. Et on voit qu'il a complètement déraillé depuis la dissolution. En fait, il sait plus où il est, il sait plus où il habite, il n'a plus rien à proposer de concret, sinon des mesures à l'emporte-pièce qui sont d'une démagogie sans nom. Et voilà, c'est attristant, je trouve, parce que c'était quand même le représentant d'une nouvelle génération où ça aurait dû. Et il fait du sous-sarkozysme, c'est-à-dire qu'il crante en disant voilà, les blocs, je me positionne là, donc un petit clin d'œil. Même sous Macron, je dirais. On se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de nos agriculteurs et puis on va parler de cette image qui fait le tour du monde et qui fait évidemment beaucoup réagir sur les réseaux. Brigitte Macron à l'arrivée de l'avion présidentiel au Vietnam en train de frapper le président, en tout cas de lui envoyer un coup de poing. Bref, on va revenir sur cette image. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, le Brigitte Gate, ce matin, on a pu voir circuler sur les réseaux, c'est en tête sur X des sujets les plus commentés et partagés, l'arrivée du président de la République et de la première dame. La porte de l'avion s'ouvre et on voit Emmanuel Macron qui esquive un soufflet, comment peut-on appeler cela alors, est-ce que c'est une affaire privée, une affaire politique? Écoutez ce matin chez nos confrères de BFM TV ce qu'on pouvait en dire. Emmanuel Macron de profil, avec les 2 mains de la première dame, qui agrippe et repousse son visage de manière vive. Emmanuel Macron qui lui-même a l'air surpris. Cette image, elle a immédiatement été commentée et même nos reporters sur place ont interrogé l'Élysée. Et l'Élysée a commencé par interroger la véracité de ces images, a semble-t-il même évoqué la possibilité qu'il s'agisse peut-être de deepfake, c'est-à-dire d'images travaillées par l'intelligence artificielle, voire même manipulées par l'étranger. Avant, je voudrais juste donner tous les éléments pour qu'on puisse bien comprendre, avant de reconnaître qu'effectivement, il s'agit bel et bien des images authentiques de la sortie de l'avion présidentiel. Ces images, elles étaient sur le pool. Ce qu'on appelle le pool, ce sont ces caméras, notamment de l'agence France Presse, très officielle, qui suivent le président dans tous ses déplacements. Voilà, le sujet est un petit peu long, mais ce qui est important, ce qui interroge, c'est le démenti de l'Élysée en disant que ce sont des images générées par l'intelligence artificielle. Et par la suite de dire, de reconnaître qu'il y avait eu une chamaillerie. Le président a néanmoins l'air assez sonné. Si vous arrivez de vous chamailler avec vos conjoints en général, vous rigolez après. Donc le président a l'air un peu sonné. La deuxième image, c'est celle de la sortie de l'avion où le président donne son bras à Brigitte Macron qui le refuse et qui s'accroche à la rampe d'escalier. Donc visiblement, il y a eu une engueulade dans le couple. Alors affaire privée, affaire publique, c'est peut-être le démenti de l'Élysée, moi, qui m'interroge le plus, ce mensonge. Je ne sais pas qui veut réagir. Julien Aubert. En soi, c'est pas un fait politique, ça le rend peut-être plus humain. Il est comme tous les Français. Il se dispute avec sa femme. Il peut y avoir des mots, il peut y avoir peut-être des gestes. Frappé. Nous n'aurions pas dû voir ces images. Voilà. À partir du moment où on les voit. On les voit. Bon, je suis désolé pour lui. Après, c'est pas. La première dame n'occupe pas une fonction politique. C'est pas le Premier ministre qui se dispute avec le président. Non, mais lui, Alors oui, il a cherché à maladroitement le démentir. Et entre nous,
je le comprends. Par contre, c'était pas adroit à notre époque de chercher d'essayer de mentir. Est-ce qu'il faut lui en vouloir parce qu'il essaie de cacher qu'il s'est pris une baffe de sa femme? Là aussi, je le comprends. Maintenant, que je pense, si vous voulez, qu'on peut pas en tirer grand-chose au plan politique, sinon que son couple peut-être de l'aile et ça le regarde à la limite. Et pour les gens qui connaissent un peu la politique, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attaques. Quand on est Brigitte Macron, on se prend en permanence des gens qui vous expliquent que vous êtes un homme sur les réseaux sociaux. Je pense que ça doit pas être très agréable. Des attaques sur la tenue, sur l'âge. Voilà, tout ça, finalement, je dirais l'engagement politique fait qu'on est souvent transpercé de tous les côtés, mari et femme. Oui, Pascal Bataille. Le côté souriant, s'il doit y en avoir un de la chose, c'est que je pense que pour la cote de popularité des deux, ça va être bénéfique. Parce que Emmanuel Macron devient un homme battu parmi d'autres et ça va peut-être lui attirer une vague de sympathie. Et deux, parce que je pense que Brigitte va être comprise par beaucoup de Français qui rêveraient sans doute de m'être attaqué à Emmanuel Macron. Je redeviens sérieux 2 minutes. Ce que je trouve regrettable, c'est que le geste a été surpris effectivement à l'ouverture de la porte. Bon, ils y sont pour rien. En revanche, que Brigitte Macron ostensiblement refuse, alors qu'elle est en représentation et elle est là comme première dame, de prendre le bras de son mari qui le lui tend lui aussi ostensiblement. Là, effectivement, ils font d'une affaire privée une affaire publique et elle prête effectivement le flanc à ce que ce soit interprété. Aujourd'hui, on sait bien que le moindre geste est capté, donc elle sait très bien où elle est, ce qu'elle fait. Et je trouve là dommage pour l'image de la France, et là c'est plus le couple Macron qui est en cause, pour l'image de la France, que effectivement le président et sa femme se donnent en spectacle de cette façon-là. Oui. Moi je trouve le sujet intéressant. Un peu à l'instar de la famille royale britannique, no explain, no complain. On le fait pas en France. Donc il y a une énorme erreur de communication de la part de l'Élysée. Dire au premier temps c'est l'IA et ensuite devoir se justifier, c'est qu'il y a un loup. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a grosse erreur de communication. Donc le sujet mérite d'être traité quand même, puisque ça devient forcément politique. Je suis curieux d'avoir... C'est repris aux États-Unis. Je vois déjà des tweets, bien sûr. Et le deuxième sujet, est-ce qu'on imagine l'inverse ? C'est-à-dire, imaginons qu'on voit Brigitte Macron... ça, pour le coup, ça aurait été un vrai... Là, pour le coup, ça, c'était vraiment politiquement très... Là, ça aurait été tueur. Donc, je trouve qu'il y a un sujet, quand même, sur le fond. Sur ça, je trouve la séquence intéressante. Alex, vous soupirez. Franchement, je suis désolé. Mais il s'en fout. Non, mais vrai, un petit peu, je m'en fous un petit peu. On parlait de l'état du monde, l'état de notre pays et tout, qu'on soit en breaking news, parce que la femme, première dame de la République, et faire un geste, ça vous est jamais arrivé avec votre copine ou votre femme, que votre dit tais-toi ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il est surpris aussi, parce que la porte s'ouvre et qui comprend tout de suite. Et après, on est peut-être dans la surinterprétation. Non, mais peut-être, et puis j'en sais rien. Mais pourquoi pas ? Ça a quand même vraiment l'air de ça. Ça a vraiment l'air de la petite dispute avant. C'est parti. Voilà, et donc là, il comprend que ça y est, c'est fini, que ça va faire le tour de la planète. Pourquoi le nier, quoi ? Mais parce que je pense franchement, ils sont pas la première erreur de communication à l'Élysée. Voilà, et je pense qu'ils sont à distance, que toute la cellule de si vous voulez le fond de ma pensée, toute la cellule de communication n'est pas avec le président à ce moment-là parce qu'ils partent en équipe réduite entre guillemets, et qu'ils essayent de traiter le problème à distance en se disant bon voilà, et c'est une erreur, mais c'est pas la première et ça sera sans doute pas la dernière. Et bon voilà, après je comprends qu'on en parle, je comprends que ça fasse la une des journaux, que ça fasse, enfin pas la une des journaux, ce sera demain matin, mais en tout cas la une des différentes émissions, et que bon voilà. Mais à ce sujet, on n'en sait rien en fait. Ça va quand même traiter. Faudra voir dans les jours prochains, mais il y a quand même le sujet de on nous dit pas tout. On peut avoir un côté un peu complotiste, mais finalement il s'est pas exactement passé ça, on voit l'erreur de l'Élysée. Ça peut alimenter ce type de propos. Donc je pense qu'il y a quand même un sujet de fond sur la manière dont le débat va s'orienter ou s'articuler sur ce sujet. Tout ça, permettez-moi, mais tout ça pour un voyage d'État qui franchement n'a pas grand intérêt en plus, parce que on a signé un contrat. Ouais, non, mais voilà, ça n'a pas vraiment été communiqué, on sait vraiment pas trop ce qui va se passer. Alors là, ils étaient déjà ce matin, mais ça on en a même pas parlé, pour une cérémonie d'hommage aux soldats tombés lors de la guerre. Bon voilà, en fait ça efface tout. Déjà que le voyage n'était pas très passionnant, ça va effacer tout le reste. On se souviendra du voyage. Oui, on se souviendra du voyage. Allez, parlons de nos agriculteurs, les agriculteurs qui vont manifester aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Ils ont commencé déjà, ils sont arrivés avec les tracteurs. On doit débuter l'examen de la proposition de loi qui vise à lever les contraintes pour leur profession. Donc l'idée est de favoriser l'accès
à des pesticides. Également, ça parle de la question de l'eau. Il y a plusieurs sujets. Il y a 9 amendements dans la loi et il y a 3500 amendements qui ont été déposés par les écologistes en particulier. Et la France Insoumise, Julien Aubert, vous vouliez nous dire alors quel est l'enjeu de cette loi et pourquoi autant de contre-amendements? Alors, il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu qui est la survie de l'agriculture. Et le deuxième enjeu, c'est, je dirais, la conceptualisation de l'agroécologie. Ouais. Il y a eu un mouvement qui a consisté à vouloir interdire toute une série de produits, au nom d'ailleurs de raisons qui sont partagées. Personne n'a envie de manger du pesticide, mais sans se poser la question de la mise en application. Et le problème, c'est que les agriculteurs, eux, se retrouvent broyés parce que on vous supprime des éléments qui vous permettent de lutter contre des ravageurs, notamment souvent des insectes, qui d'ailleurs prolifèrent parfois du fait du réchauffement climatique. Vous n'avez pas d'alternative. Et donc, vous vous retrouvez à arracher vos cultures ou à plier boutique. Et donc, à la fin, l'impact, il est terrible parce que les Français se retrouvent à devoir acheter des produits importés de l'étranger qui sont traités avec les pesticides qu'on interdit en France. Moi, dans mon département de Vaucluse, j'avais la circonscription qui produit le plus de cerises et de raisins. La cerise, on a interdit un produit qui s'appelait le diméthoate, que nos agriculteurs français utilisaient avec beaucoup de parcimonie. Les autres pays européens l'ont pas fait. Du coup, on se retrouve dans une situation ubuesque. Ça vous achetez des cerises turques produites où là vous avez effectivement un recours massif, je dirais, aux pesticides. Et donc, ça suppose de s'interroger, je dirais, sur le rythme. Qu'est-ce qu'on permet aux agriculteurs ? Il y a effectivement des contrôles à avoir, mais il y a aussi peut-être de la confiance. Les agriculteurs, ils sont comme nous, ils ont des enfants, ils n'ont pas envie de manger de la merde. Voilà, il faut les respecter. Et puis après, il y a toute, je dirais, la série des normes, ce qu'on leur impose, parce que le risque, c'est que dans 10 ans, compte tenu du non-renouvellement des générations, on est 2 fois moins d'agriculteurs et on deviendra donc dépendant de l'agriculture va disparaître à ce niveau. Déjà le cas. Avec derrière l'impact des paysages, etc. Parce que l'agriculture, elle a pour en avoir longtemps discuté avec Jean-Baptiste Moreau, il y a 2 sujets. C'est la norme, effectivement, qui est un énorme frein, et encore, l'énorme problème de l'agriculture, c'est le non-renouvellement des générations. Les jeunes, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ce sont des jeunes agriculteurs qui sont aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Et si vous n'avez pas ce renouvellement des générations, dans 15 ans, il n'y a plus d'agriculture française. Elle est morte et actée. Donc ce projet de loi, il y a à la fois le sujet des néocotinoïdes, si je ne me trompe pas de la prononciation, et surtout la question de l'irrigation et de l'eau derrière. Ouais. Et c'est vraiment le point, en fait, on voit, c'est marrant parce qu'il y a toute la communication qui se fait autour des pesticides, mais il y a le sujet de l'eau derrière chez les agriculteurs qui est peut-être encore plus vital pour eux. Bien sûr. Donc, notamment avec les méga-bassines. Exactement. Ça aussi, c'est un sujet, c'est d'une hypocrisie, mais sans nom sur l'agriculture française. Mais vous savez, en fait, c'est un problème qui est global. Vous l'avez dit, Julien, c'est très intéressant par rapport aux pesticides notamment. On demande aux Français de faire confiance à l'Europe toutes les 2 minutes. Ouais. La Renaissance, Emmanuel Macron s'est fait élire sur un projet européen et tout. Mais en fait, l'Europe, ils font tout l'inverse de ce qu'on fait nous, en quelque sorte. Et donc, eux, ils utilisent ce qu'ils veulent. Alors, c'est une famille de pesticides, je crois, sur 4 qui est utilisée notamment par les Allemands, que nous, on n'utilise pas, parce que pour une politique de prévention. Et donc, par conséquent, nos agriculteurs, ils sont mis au banc des pays producteurs européens. Ils sont en recul constant sur le commerce de produits agricoles, et en fait on perd complètement notre rôle de leadership agricole, qui était le cas il y a quelques années. Et la politique agricole commune qu'on nous vante, mais à chaque fois qu'on parle d'agriculture en France, en fait elle profite à tout le monde sauf à la France. Même si il faut quand même dire que la France est quand même le premier pays à en bénéficier pour pouvoir justement rattraper les retards économiques pour certains agriculteurs. Mais au lieu de faire ça, pourquoi on met pas la même règle du jeu pour tout le monde? Pourquoi on est hypocrite à ce point-là? Et c'est normal que les agriculteurs aujourd'hui, je suis désolé, bloquent toutes les rues, toutes les routes et fassent des opérations escargots. C'est normal en fait. On les prend pour des cons. Ouais. Donc il y a un moment donné où ils sont et les méga bassines, c'est pareil. Quand vous regardez l'irrigation de l'eau en Espagne, rien qu'en Espagne, on sait même pas de quoi on parle quand on parle des méga bassines. On sait même pas à quoi elles servent. On nous donne juste des chiffres. On nous donne des chiffres en disant c'est 17 terrains de football. C'est ok, mais vous savez à quoi elle sert l'eau ou pas aujourd'hui? Dans le contexte, vous qui parlez du réchauffement climatique toutes les 2 minutes, est-ce que vous savez à quoi servent les méga bassines? Justement, c'est à faire en sorte qu'on dépense pas l'eau n'importe comment. On va marquer une pause et vous pourrez réagir également, Pascal, sur ce sujet et puis sur ces promesses qui ont été faites aux agriculteurs et qui n'ont pas été tenues. À tout de suite.
Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Léry Expert. Et nous continuons de parler de nos agriculteurs qui manifestent en ce moment même devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui doit débuter l'examen du projet de loi, de la proposition de loi qui vise à lever un certain nombre de contraintes. Évidemment, ça ne satisfait pas les écologistes. Pascal Bataille, sur ce combat des agriculteurs et puis sur ce qu'on disait sur l'Europe. Il y a un moment où on ne comprend pas les contraintes qu'on met sur nos agriculteurs. On les comprend d'autant moins, effectivement, que, comme disait Alex, on a l'impression que ces contraintes s'appliquent aux Français et pas aux autres, ou en tout cas pas à certains autres. C'est tout le problème du fonctionnement aussi européen. Mais Mehdi a insisté sur la problématique du renouvellement des générations qui est effectivement extrêmement crucial, vous avez dit juste avant la pub quelque chose d'essentiel, c'est on leur a fait des promesses et une fois de plus on les tient pas. Et là effectivement c'est la responsabilité du politique que de dire qu'est-ce que je peux faire comme promesse, sachant que je suis un des pays d'Europe et qu'on connaît effectivement le cahier des charges dans lequel je peux agir. Qu'est-ce que je peux faire comme promesse, qu'est-ce que je peux tenir comme promesse. Alors un homme politique bien connu disait les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, qui y croient. Hein, mais on peut plus continuer comme ça. Donc effectivement, comme je disais Mehdi, on comprend ce que font aujourd'hui les agriculteurs dans la rue au lieu d'être dans leur champ. Je rajouterais un point, c'est que le monde agricole, avec toutes les difficultés qu'il a, il a aussi un problème de représentation. Il a du mal à faire valoir son intérêt. Et il y a un deuxième point, c'est que le politique, pour en avoir beaucoup parlé, soit avec des acteurs syndicaux du monde agricole ou des agriculteurs eux-mêmes, c'est que le politique connaît parfaitement le calendrier des semences ou le calendrier agricole. Donc ils savent à peu près à quel moment les manifestations vont avoir lieu. Donc ils jouent la politique un peu de on joue la montre, on joue le temps, et on sait qu'à un moment les agriculteurs ne pourront plus tenir. On a quand même un problème de logiciel, c'est-à-dire que l'agriculture française, en réalité, on l'a hyper spécialisée pour des raisons commerciales, parce qu'au niveau européen, quelque part, la Pologne ou l'Allemagne, chacun a choisi là où il était le plus fort. Donc déjà, il y a des pans de l'agriculture française qui ont décru, parce qu'on les a, dans les négociations commerciales, plutôt sacrifiés au bénéfice de nos atouts, et la FNSEA est traversée par ça. Moi qui viens d'un département largement marqué par l'arboriculture, c'est pas la matière forte. On est concurrencé par l'Espagne, par le Portugal, par les pays du Maghreb. Donc ça fait des trous géographiques, ça pose des problèmes d'indépendance alimentaire, et puis après il y a un problème culturel qui est que nous sommes dominés par des urbains qui ne connaissent plus la nature. Et donc on a eu des débats sur la betterave. Les types nous disaient mais vous vous rendez compte, il faut interdire le néonicotinoïde parce que vous comprenez les abeilles. Je me souviens de Christian Jacob qui leur dit vous avez déjà mangé du miel de betterave? Là il y a un grand blanc, il dit ça n'existe pas le miel de betterave. Non, le miel de betterave ça n'existe pas. Donc les abeilles en fait elles viennent pas butiner la betterave. Donc ce que vous dites et sur plein de sujets et ceux qui racontent le plus de bêtises d'ailleurs sur le sujet, ce sont les écologistes. Et vous pouvez le prendre, je dirais, thème par thème. Je peux faire une petite parenthèse. Hier il y avait les jeunes écologistes qui se sont réunis pour faire un pique-nique vegan et ça a été taclé par du hummus c'était que de l'agroalimentaire, que de l'agroalimentaire transformé que du produit transformé et très peu on n'était pas dans le local avec du plastique, avec des barquettes de plastique. Bon, parenthèse refermée, c'était une petite Alex, sur le problème de représentativité. Moi, ce que je trouve vraiment dommageable, c'est que ça soit effectivement que les sénateurs, que les agriculteurs qui parlent de leurs problèmes. Vous voyez là, on parle d'un projet de loi qui est initié par un sénateur qui est agriculteur, le sénateur Duplon, parce que faut savoir que ce projet de loi vient du Sénat, qui va être a priori détricoté, et il va falloir voir comment ça va se passer à l'Assemblée, parce qu'on a appris effectivement que les Insoumis avaient déposé un millier d'amendements pour pouvoir ne pas avoir le débat, un peu comme ils l'avaient fait au moment de la réforme des retraites, et après se plaindre sur le fait qu'il n'y a pas de débat sur les questions de fond. En gros, c'est ça. LR est en train de faire une motion de rejet qui va permettre de passer directement en commission mixte paritaire et donc peut-être de faire passer le texte. C'est qu'en fait, on a oblitéré le débat à l'Assemblée nationale pour sauver le texte. On perd du temps et on perd aussi du débat parce que c'est intéressant de parler de ces sujets-là. Et les agriculteurs, ils n'ont pas le temps. Voilà. Mais la droite, de ce point de vue-là, est efficace. Mais pour comprendre quand même, les néonicotinoïdes sont interdits en France mais autorisés en Europe. Pas tous.
Pas tous. Il y a 4 familles et il y en a 3 qui sont interdits dans toute l'Europe. Et il y a un dernier dont les autres agriculteurs européens, notamment c'était sur la crise de la betterave il y a pas longtemps, se sont servis. Alors j'ai pas le nom exact de néonicotinoïdes, mais j'arrive pas à le dire d'ailleurs non plus. Mais le dernier, les Allemands vont s'en servir justement pour prendre de l'avance sur la production là tout de suite en fait. Et en gros c'est de la production déloyale. C'est déloyal ce qui est en train de se passer. Et c'est logique que les agriculteurs, encore une fois, se mettent en rogne et disent qu'ils ne sont pas d'accord. Après, ils sont pas d'accord entre eux sur les méga-bassines, sur un certain nombre de points. Donc, comment ils vont arriver? Parce qu'ils disent que ça profite à certains agriculteurs et pas à certains méga-bassines. Parce qu'il y a un différentiel entre les... D'abord, au sein de l'agriculture, on a quand même les grands céréaliers et puis les petits producteurs. Il y a les zones géographiques, il y a les syndicats qui sont différents. Moi, les méga-bassines, par exemple, dans le sud-est, chez moi, là, c'est pas un sujet. C'est plutôt un sujet sud-ouest. Donc, voilà, chacun, je dirais aussi, voit l'agriculture par sa porte d'entrée. Moi, le problème, c'est plutôt les types du Maroc qu'on fait venir pour travailler en saisonnier, qui ont beaucoup de problèmes, le fait qu'il n'y a pas de main-d'œuvre française, qu'on arrache les pieds et puis qu'on nous interdit, alors qu'on a plein de ravageurs sur l'olive, sur la fraise, sur la cerise, sur la lavande. Et donc, au fur et à mesure, les paysages vont devenir des déserts. Il faut bien avoir conscience que si on continue comme ça, tous ces gens qui filent les leçons de morale, ils finiront par ne plus avoir ni les agriculteurs ni la production. Mais ce projet de loi, il concerne donc la betterave et il me semble les noisettes. Enfin, les produits les noisettes aussi. Est-ce que vous les avez entendus parler Est-ce qu'il y a un porte-parole Non. Des producteurs de noisettes? Non, d'autant plus que sur les producteurs de noisettes, il me semble que sur ce néonicotinoïde-là qui est utilisé, alors on parle beaucoup des abeilles, mais il me semble que la floraison, c'est à partir de septembre. Donc en fait, ça ne concernerait pas forcément les abeilles. Donc il y a aussi tout un argumentaire qui est tissé autour de ça. Et moi, ce qui est plus intéressant sur le débat politique ou la manière dont il est construit, c'est que on voit un peu d'ailleurs comme le sujet de l'immigration qui avait été capté par Jean-Marie Le Pen à l'époque, c'est que là, le sujet écologique, il est capté que par un côté de l'hémicycle. C'est-à-dire que l'écologie, dès que vous en parlez, c'est forcément à gauche, et tous les autres partis ne peuvent plus se prononcer dessus. C'est-à-dire que si vous parlez d'écologie, c'est que vous êtes nécessairement contre. Oui, mais sauf et ce sujet-là, il est intéressant. Sauf que nos amis écologistes ont oublié un animal qui vit partout sur ce territoire et qui a son terrier un peu partout, qui s'appelle l'humain, qui est un mammifère, qui lui aussi a le droit de s'alimenter et de survivre. Et c'est pour ça qu'il faut une écologie humaniste, c'est-à-dire centrée sur les besoins de l'homme. L'idée, c'est pas de sauver la planète. La planète, même quand bien même on ferait des bêtises, elle sera toujours là. C'est l'humanité qui peut disparaître en cas de réchauffement climatique, voilà. Donc l'idée, c'est que si on doit prendre des mesures pour sauver l'humanité, mais en la détruisant, on sera pas mieux à la fin. Ouais. Il faut faire un mix des deux quand même. On peut essayer de sauver la planète et de sauver les humains qui sont dessus. Mais la planète, elle durera. Elle sera peut-être glacée. Mais la planète, oui, mais elle survivra. Elle n'a pas de... Bon, on n'aura pas eu le temps de traiter. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. Comme d'habitude, on n'a pas eu le temps de traiter tous les sujets. Je vous encourage à lire la lettre de la maman d'Elias, qui est poignante, bouleversante et qui pose les vraies questions. C'est-à-dire comment les juges ont pu laisser ces deux jeunes délinquants qui ont déjà été condamnés à plusieurs reprises. Il y avait une interdiction qui s'approche l'un l'autre. Ils habitaient dans le même immeuble. Comment des juges ne vont pas au bout de leur logique, de leur condamnation? Elle pose un certain nombre de questions. Elle interroge sur les responsabilités. Les médias aussi. Qui parlent de couteau alors que c'était une machette. Les médias, effectivement, c'est une forme de déni. C'est une forme de déni. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler, mais on y reviendra. Oui, il faut absolument lire cette lettre parce que c'est la maman, c'est la lettre d'une mère. Il me semble que Jean-Jacques Bourdin l'a lu ce matin. Oui, il l'a lu ce matin, Jean-Jacques Bourdin. Vous pouvez la retrouver sur le site de Sud Radio. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.